Parce que la crise actuelle comporte sa part de défis, mais aussi d'opportunités. Parce que les règles du jeu du commerce extérieur sont appelées à se transformer. Parce que les exportations québécoises représentent près de la moitié de notre PIB et parce que les entreprises d'ici doivent faire preuve d'agilité et de résilience pour assurer la relance et repenser l'après. La Fédération des chambres de commerce du Québec et BMO présente la nouvelle série de rencontres virtuelles 360 Corex. Invités réputés, thématiques d'actualité et solutions concrètes pour aborder cette nouvelle réalité. Une réflexion à 360 degrés pour faire le tour de la question. Des rencontres virtuelles 360 Corex, ensemble pour propulser la relance. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous accueillir à ce deuxième webinaire de notre triptyque sur les relations internationales. Donc, vous savez que la semaine dernière, on a accueilli les représentants du Québec à l'étranger en Asie. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir 4 invités de grand prestige, je dirais, qui représentent donc à la fois la communauté européenne, le Royaume-Uni, donc bref, l'Europe. Et la semaine prochaine, donc, on ira du côté de nos voisins américains avec l'équipe du Québec aux États-Unis. Alors, je veux profiter de l'occasion pour remercier encore une fois BMO, comme vous le savez, qui est le présentateur principal de toute la série Corex, qu'on a donc virtualisé pour cause de pandémie il y a déjà 2 mois. Alors, encore une fois, merci à tous d'être là. Vous êtes très nombreux la semaine dernière, aujourd'hui aussi. Alors, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Je veux aussi profiter de l'occasion pour remercier les chambres de commerce partout au Québec qui nous ont aidés à justement monter l'assistance d'aujourd'hui. Alors, je prends le temps de les nommer. Merci à l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, de Lanaudière, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Chambre de commerce de Gatineau, Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, la Baie des Chaleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke, de la MRC de Rivière-du-Loup et finalement de Kamouraska-Lillet. Alors, messieurs, madame, qui êtes avec nous aujourd'hui, sachez donc qu'il y a des gens de partout au Québec dans l'ensemble des régions qui seront à l'écoute de vos commentaires aujourd'hui. Alors, vous le savez, l'Europe a la chance, peut-être, oui, la chance de se déconfiner un peu avant nous. Donc, on est déjà dans une procédure de déconfinement plus avancée du côté de la France, du côté du Royaume-Uni jusqu'à un certain point aussi. Donc, on aura envie de vous entendre là-dessus et évidemment envie de discuter de comment on relance les exportations québécoises dans l'ensemble des territoires de la communauté européenne et du Royaume-Uni. Alors, pour nous aider à y voir plus clair là-dedans, nos invités d'aujourd'hui, je vous les présente en rafale et ils s'adresseront à vous un à la suite de l'autre par la suite. Alors, M. Éric Dequesne, sous-ministre adjoint aux Relations économiques et interministérielles au MRIF. Mme Michèle Boisvert, qu'on a reçue il y a déjà quelques mois en présentiel, comme dans le bon vieux temps, qui est encore donc délégué général du Québec à Paris. M. Pierre-Gabriel Côté, délégué général du Québec à Londres, et M. Pierre-Luc Desgagnés, délégué général du Québec à Bruxelles. Alors, un peu comme la semaine passée, chacun d'entre eux vont vous faire une présentation PowerPoint. Je vais demander à chaque participant de présenter leur propre écran, de partager leur propre écran. Et donc, à la suite des 4 présentations, on aura l'occasion d'avoir une période d'échange et de questions avec eux. Alors, je vous rappelle que vous devez lever la main virtuelle dans le bas de votre écran ou écrire vos questions dans la section Q et R. Et ça me fera plaisir donc de vous donner la parole à tour de rôle et idéalement de vous permettre d'activer votre caméra pour qu'on ait une meilleure interactivité avec vous. Je remercie aussi le concours de commerce international Québec qui nous ont aidés aussi dans le recrutement donc, des spectateurs et des participants aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais départager mon écran pour que M. Dequesne puisse nous partager le leur. Je profite de l'occasion, M. Dequesne, pour vous remercier pour l'ensemble de la collaboration avec le MRIF et la Fédération dans la dernière année. On a fait plusieurs projets ensemble, que ce soit le lancement de la vision internationale l'année dernière et ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, la collaboration est excellente. Je profite de l'occasion pour vous remercier. Merci. Ben voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup, M. Millard. Je vais me permettre de vous tutoyer, peut-être de vous appeler Charles, si vous me permettez. Certainement. Et merci beaucoup. Je disais à la blague tout à l'heure que j'ai à peu près pour 10 minutes de salutations et de remerciements. Alors, je vais essayer de faire ça vite, mais ils sont importants de les faire et je vais me permettre de les faire
en rafale. D'abord, M. Millard, encore une fois, merci beaucoup à votre équipe, vous-même, pour ces occasions uniques là, de partager nos observations des différents marchés internationaux où le Québec est actif. Je vais me permettre de saluer mes collègues, distingués collègues délégués généraux, Michel, Pierre-Gabriel et Pierre-Luc. Alors, c'est un grand honneur de moi de partager là, cette tribune virtuelle et on aura l'occasion de le faire peut-être en présentiel un jour, nous le souhaitons rapidement. Aussi, j'aimerais souligner la présence d'autres collègues également qui sont peut-être à l'écoute, mais nous avons d'autres représentations en Europe. Une délégation générale à Munich qui est dirigée par Elisa Valentin, récemment nommée, qu'on félicite. À Rome, notre collègue Mariana Simone. Et à Barcelone, notre collègue également Isabelle Dessureau, que nous saluons également, qui complète notre présence en Europe. Aussi, il y a des collègues qui sont en ligne, qui sont avec nous. S'il y a des questions plus techniques, ils pourront ajouter aux propos de nos collègues aussi en cours de route et à la fin des présentations de nos collègues. Et je les nomme ici. France Nadine Forget, qui est directrice Europe, Afrique et Moyen-Orient, ainsi que M. Marc Filion, coordonnateur Europe, tous les deux à Investissement Québec International, et de même qu'Émilie Saint-Pierre, qui est coordonnatrice des accords commerciaux au ministère de l'Exportation et de l'Innovation. Alors, bonjour collègues. Et j'en profite également pour saluer tous les autres collègues et partenaires qui sont à l'écoute avec nous ce matin. Alors, voilà pour les remerciements, les présentations. Alors, l'exercice aujourd'hui est fort intéressant, comme il l'a été sur l'Asie, il sera sur les États-Unis. Alors, on peut mettre à la disposition des participants, exportateurs et partenaires l'expertise de nos collègues qui, de leur point de vue, de la lecture des territoires qu'ils font, puissent venir partager ces enjeux observés, les différentes opportunités qu'on observe. Alors, il est absolument intéressant et tout à fait pertinent de faire ces rencontres avec nous tous. Dans un contexte, évidemment, nous le savons, qui est évidemment pas facile pour tout le monde. Je vais changer l'écran. Donc, notre principal objectif est vraiment de vous outiller les entrepreneurs, les entreprises des quatre coins des régions du Québec. Et c'est exactement ce à quoi le réseau de représentation du Québec, notamment, sert de partager, de lire les territoires et de pouvoir donc transmettre des informations, premièrement, évidemment stratégiques pour permettre le rayonnement du Québec à travers, vous le voyez devant vous, à travers 18 pays. Le contexte dans lequel nous nous retrouvons exceptionnellement préoccupant. Vous lisez tous comme nous les données économiques, c'est préoccupant. Certains marchés, évidemment, ou la plupart, en fait, l'économie mondiale est affectée de façon extraordinaire, comme rarement on l'a vu. Si on regarde les crises historiques dans lesquelles on s'est situé au cours des décennies. Mais nous avons la chance, encore une fois, je le répète, d'avoir le Québec, ce réseau de représentation dans 33 bureaux, en fait, si on les compte un par un, dans 18 pays. Et au cours des dernières semaines, nos collègues, avec leurs équipes respectives et les autres partenaires, ont été très actifs. On a été très agiles et actifs pour pouvoir justement s'équiper en information de première main et en travaillant le terrain corps à corps pour déterminer quels étaient les meilleurs, je vous dirais, les secteurs les plus porteurs qui vont aider à la relance du Québec dans un contexte où toutes les nations actuellement se repositionnent, les grandes entreprises. Alors, on est dans une situation qui est critique et le Québec est agile. Le Québec, avec ses collègues et partenaires et avec notre réseau d'expertise à travers le monde, on est là pour vous appuyer et prendre du recul pour bien analyser les marchés et pouvoir bien orienter les exportateurs, qu'ils soient d'horizons divers, de différents secteurs économiques, que ce soit en culture, en innovation, dans le secteur manufacturier. Donc, nous avons la chance de compter sur nos collègues qui puissent identifier des enjeux et également des occasions. Et c'est ce qu'ils vont vous partager un petit peu plus tard. Je poursuivrai en disant quelques mots sur la vision internationale du Québec. Le Québec fier et en affaires partout dans le monde que notre ministre, Mme Giroux, a lancé à l'automne, qui assoyait, si vous voulez, les différents leviers du gouvernement du Québec, leviers économiques que nous avons, pour qu'on puisse mettre ces leviers, ces réseaux d'affaires au profit des entreprises culturelles, qu'elles soient
en innovation, que ce soit cette vision, est venue confirmer ces leviers que nous pouvons mettre à la disposition de notre économie et de notre culture, de notre rayonnement international, et qu'on puisse agir en tant que catalyseur pour accélérer, favoriser le développement de nature culturelle, commerciale ou autre de différents secteurs économiques. Évidemment, dans tout ça, quand on regarde l'Europe, on regarde l'ensemble des marchés étrangers sur lesquels le Québec est actif, la plupart des marchés sont bouleversés. Nos marchés traditionnels, les marchés de diversification aussi ont positionné sur un univers, une économie qui est en bouleversement. Et l'Europe, évidemment, un marché plus traditionnel pour nous, demeure évidemment un marché forcément d'intérêt pour nous. Quelques données que vous connaissez, que ce soit en termes de consommateurs, on parle de 500 millions de consommateurs, on parle des exportations qui vous donnent toute la profondeur de la performance du Québec sur ce marché stratégique, que ce soit en investissement et dans l'axe d'investissement étranger. L'Europe est évidemment une sphère géographique hyper stratégique pour le Québec. C'est traditionnel, il faut que ça se maintienne, évidemment. Est-ce qu'on veut éviter des pertes de marché? On veut s'accaparer de d'autres pertes de marché dans des secteurs stratégiques et dans des secteurs aussi qui, avec la relance, nous enseignent qu'on a intérêt à s'y attarder. Et encore une fois, nos collègues pourront glisser un mot sur certains éléments y étant associés. Évidemment, il y a un outil commercial, évidemment, très stratégique pour le Québec, qui est l'accord, évidemment, la ECG, un peu ralenti par, évidemment, la crise sur l'adoption, mais toujours, évidemment, toujours à l'agenda, qui est un outil formidable pour partager, pour ouvrir les frontières, pour qu'on puisse faire bénéficier à nos entrepreneurs de tout horizon ce vaste marché stratégique, historique et qui va continuer à l'être, évidemment, dans le futur. Les marchés européens aussi ont pris du recul et définissent également des plans de relance qui sont adaptés aux réalités nationales, aux réalités des pays. Comme toute nation, les chaînes d'approvisionnement, la diversification des fournisseurs, la capacité de générer de nouveaux accords, entreprises, partenariats, évidemment, font partie des agendas nationaux. Il y a plusieurs secteurs d'intérêt. Je ne les nommerai pas, nos collègues pourront les nommer. Évidemment, il y en a de nouveaux, il y en a des plus traditionnels dans le secteur manufacturier, en innovation, en numérique, mais il y a un ensemble, je vous dirais, un univers de nouvelles occasions qu'on doit absolument regarder de plus près afin de positionner nos entreprises et nos expertises et notre innovation dans ce marché, encore une fois, critique pour le Québec. Alors, je terminerai la chance d'avoir un réseau de partenaires à travers le Québec avec qui nous travaillons, de près ou de loin. La collaboration interministérielle est forcément hyper stratégique dans le contexte dans lequel nous sommes. Vous savez, le contexte de la force de frappe, plus que jamais, a son sens dans un contexte où tout le monde, on doit se serrer les coudes, entrepreneurs, entreprises culturelles, notre réseau, nos collègues, nos partenaires au Québec, pour travailler en synergie pour qu'on puisse, évidemment, se positionner dans cette relance et faire en sorte que le Québec va rayonner dans les différents horizons et dans ces différents marchés. Je vais nommer deux partenaires avec lesquels nous travaillons de façon très, disons, proche. Le ministère de l'Exportation et de l'Innovation et Investissement Québec International. Cette collaboration-là est essentielle, importante. Elle était avant, elle l'est aujourd'hui, elle vient entre les grandes entreprises sera féroce pour prendre des parts de marché. Alors, voilà. C'est un peu, Charles, le contexte que je voulais vous donner. Une économie en bouleversement, une présence du Québec à l'étranger, une force de frappe qui s'est dessinée, qui se dessine et qui se confirme, des synergies qui doivent s'établir et la capacité de nos différentes représentations et délégués généraux qui sont des courroies de transmission stratégique pour identifier des enjeux et des occasions d'affaires. Alors voilà, Charles, c'était le petit message d'introduction. Là-dessus, je vais passer la parole à nos collègues qui pourront, bien entendu, amener une perspective pragmatique
des situations dans les divers pays où ils sont en activité. Voilà. Merci beaucoup, M. Decken. Je vais vous demander de départager votre écran. Ça ici. On a eu vers la fin quelques problèmes de connexion audio, donc parfois ça coupait, mais je pense qu'on entendait quand même l'essentiel, mais ça va me permettre de dire aux gens qu'on va vous faire parvenir les présentations PowerPoint des 4 participants. Donc, suite à la présentation avec le sondage de satisfaction. Alors, voilà, mais merci beaucoup. Monsieur Gagnon s'est joint à nous de BMO. Alors, bonjour Claude, merci d'être avec nous. Je te laisserai la parole à la fin de la rencontre. Alors, on passe à Madame Michèle Boisvert. Bonjour, bonjour, je vais partager mon écran moi aussi. Voilà, attendez. Alors, écoutez, comme Éric a fait toutes les salutations et les remerciements, ça me permet d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Alors, vous voyez, c'est la plaquette de la Délégation générale du Québec à Paris. Cette délégation-là a quelque chose de très, très spécial. Elle a le statut d'une ambassade. En France, le Québec a le statut de nation. Et ça, c'est le général de Gaulle qui a octroyé ce très grand privilège au Québec en 1961. Donc, on va fêter l'an prochain les 60 ans de la Délégation générale du Québec à Paris. Et il y a maintenant 1 an que je suis en poste à Paris et je mesure l'énorme privilège que nous confère ce statut. Donc, depuis 60 ans, on a pu, à la délégation, créer des liens que l'on appelle privilégiés, des relations directes et privilégiées, et ce, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit évidemment l'éducation, la politique, la culture, l'économie, évidemment, et sur tout le territoire de la France. Évidemment, avec la nouvelle vision économique, notre façon à la délégation d'entrer dans cette nouvelle vision, ça a été de se dire, ce n'est pas l'économie au détriment du reste. Bien au contraire, c'est de se servir de tout ce que l'on a bâti au cours des 60 dernières années, de cette profondeur, de cette maturité de la relation et de s'en servir comme tremplin pour faire du développement économique. Alors, on va beaucoup dans les régions. Paris est très important, mais lorsqu'on parle de développement économique, ça passe beaucoup par les régions. On voit ici une photo, c'est moi avec le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que j'ai fait plusieurs visites en région. Pourquoi les régions? Premièrement, parce qu'elles ont beaucoup d'autonomie, elles en auront encore plus lors de son allocution dimanche dernier. Le président a clairement dit qu'on allait encore donner plus de responsabilités aux régions. Et les régions, c'est un tissu économique qui ressemble au tissu économique du Québec. Ce sont essentiellement des PME dans des secteurs extrêmement diversifiés, des régions extrêmement dynamiques. Donc, pour nous, lorsqu'on pense à développement économique, on pense beaucoup aux régions et des liens qui doivent donc servir au développement croisé, équitable de nos économies, fondé sur les règles plutôt que sur le protectionnisme. Il va falloir beaucoup pousser. C'est clair qu'en ce moment, on sent une volonté de chacun des États de se refermer un peu. Pour nous, c'est très important de pousser, notamment avec les accords de libre-échange. On était extrêmement bien partis, justement, dans cette volonté de mettre l'économie au cœur de nos actions à la délégation. 2019-2020, donc année record, tant en termes de valeur de contrats réalisés que de rencontres d'affaires, de missions commerciales. Et on était extrêmement contents également, on vient d'avoir les derniers chiffres pour ce qui est des échanges, la valeur des échanges commerciaux entre la France et le Québec. On a connu entre 2018 et 2019 une progression de 11,2 %. Donc, on était sur une super lancée lorsqu'est arrivée la pandémie. Mais on ne s'est pas laissé décourager pour autant. Immédiatement, dès le 16 mars, toute l'équipe de la délégation était en télétravail et poursuivait les contacts avec chacun de nos partenaires. Pour nous, c'était important de dire la délégation est toujours ouverte, on est toujours là pour vous. Et donc, on a donc accompagné à peu près 30 entreprises et sociétés québécoises dans leurs différents projets d'exportation pendant la crise. Ça vous donne une idée à quel point cette équipe est dédiée et veut aider les entreprises québécoises qui veulent exporter ou venir s'établir en France et à l'inverse, les entreprises françaises qui veulent venir s'établir au Québec. Et je vais vous donner d'ailleurs un peu certains exemples de bons coups réalisés pendant la crise. Ombrage, une entreprise de la ville de Québec qui a remporté pendant la crise et ce sont des entreprises que la délégation a bien sûr accompagnées. Donc,
remporté un appel d'offres européen de la ville de Roubaix. Ombrage est dans la lumière. Donc, on parle de Netlifts, une start-up québécoise qui est dans le transport scolaire post-confinement. Elle a donc eu une acquisition avec la ville de Nevers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, l'ensemble de la France est en train d'étudier cette application-là. Les cabinets, une entreprise qu'on a reçue à la résidence, je me rappelle très bien, qui est dans la gestion des installations sanitaires, réinvente l'expérience des salles de bain, et plus largement le concept d'hygiène publique. Ça vous donne une idée qu'en ce moment, c'est extrêmement tendance, si on peut dire. On les avait mis en relation avec le château de Versailles et vraiment, il semble y avoir des choses qui vont pouvoir démarrer pour les cabinets. Je passe tout de suite à Dontnod, c'est l'inverse. On parlait d'entreprises québécoises qui avaient réussi des bons coups en France. Dontnod Entertainment, c'est une implantation de studio de jeux vidéo français, donc à Montréal, création de 50 entreprises. Donc, vous voyez, oui, ça a été très, très dur, mais on a quand même réussi à la délégation à maintenir cette relation extrêmement précieuse entre la France et le Québec, toujours vivante et toujours productive. La France d'après. La France a été extrêmement touchée par la crise. Dès qu'on était confinés, pour sortir, il fallait signer des attestations. On a commencé à déconfiner le 11 mai, premier déconfinement, 2 juin, un deuxième, et maintenant, justement, à la suite du discours du président Macron, dimanche, donc le 14 juin, c'est toute la France métropolitaine qui est maintenant déconfinée. Les restaurants sont ouverts, les écoles sont ouvertes, les théâtres ont recommencé à ouvrir, les frontières pour l'espace européen sont réouvertes. Donc, on commence, et je vous le dis, moi, pour vivre à Paris, il y a vraiment, ça fait du bien, il y a un vent de liberté retrouvée qui souffle sur Paris et qui souffle sur la France. Je peux maintenant me déplacer d'une région à l'autre, et d'ailleurs, je vais recommencer à le faire très bientôt. Donc, on sent qu'il y a une volonté de reprise. Cela dit, bien sûr, il y a la pandémie. Avant la pandémie, il y avait eu toute la réforme des retraites également qui avait créé des mouvements sociaux très forts en France. Le contexte politique est fragile. On s'en va vers des élections municipales le 28 juin prochain et il y a dans l'air un remaniement ministériel d'envergure qui devrait probablement avoir lieu avant le 14 juin, donc après les élections municipales et avant le 14 juin, parce que le président Macron veut lancer sa dernière phase avant les élections qui se tiendront en 2022. Donc, prévision économique, comme vous le voyez, la France est extrêmement touchée. Pourquoi? Parce que la France, les secteurs qui sont porteurs de l'économie française ont été les secteurs les plus touchés. On pense à l'aéronautique, on pense au secteur automobile, on pense au secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Donc, ça a touché très fort la France. Déficit public anticipé à 11,4 % du PIB. La dette publique va bondir à 120,9 %. Un recul à prévoir de la consommation et des investissements, une baisse prévue de 12 % de la demande mondiale adressée à la France, un redémarrage progressif de l'économie. Pendant la crise, c'était 65 % de l'activité économique. Fin mai, autour de 80. Ça a dû continuer à monter puisque, comme je vous dis, depuis quelque temps maintenant, le déconfinement est pour l'ensemble. Mais on est encore avec les gestes barrières, on a encore des mesures de prudence. Le télétravail est encore très, très encouragé. On n'est pas revenu à l'après, mais on sent quand même une volonté de retrouver un semblant de normalité. Très gros plan de soutien, justement. Pourquoi, comme je vous le dis? Parce que les secteurs qui ont été touchés sont les secteurs qui étaient le plus porteurs pour l'économie française. Donc, 500 milliards d'euros au total, tant pour l'économie, mais aussi pour les ménages. Si on regarde pour les secteurs, les secteurs économiques, donc l'aéronautique, 15 milliards de dollars, peut-être de quoi, qu'est-ce qu'on pourrait se souvenir là-dedans? Ce qu'on veut beaucoup, c'est favoriser des technologies de rupture vers l'avion zéro carbone. Lors de son discours, justement, le président Macron a dit « Nous voulons avoir une reprise forte, écologique, souveraine et solidaire. » Et c'est ce qu'on retrouve dans chacun des plans de soutien. On veut amener ces secteurs industriels-là vers quelque chose de beaucoup plus écologique. Donc, aéronautique, on le voit, secteur de l'automobile, il y a des bonus écologiques, des primes à la conversion vers les véhicules électriques.
On a un objectif de 100 000 bornes électriques sur l'ensemble du territoire. Donc, vous voyez, si vous voulez penser où aller, il faut penser beaucoup sur économie verte, économie solidaire. Et quand on pense également d'économie souveraine, ce qu'on pourrait recommander aux entreprises québécoises, c'est de penser peut-être de s'allier à des partenaires français pour être sûr d'être perçu comme un joueur du territoire dans cette période où ce sera peut-être plus difficile de pénétrer le marché. Et il y a un plan de relance qui est attendu pour septembre. Voilà certaines tendances et des perspectives au sortir de la crise. C'est des tendances que mon équipe, on est une 60aine à la délégation, 60 personnes extrêmement dédiées, dont 11 spécialisées exclusivement en économie. Cette équipe-là, donc, a regardé un peu les secteurs où vous, entreprises du Québec, pourrez décider là où vous avez le plus de chances si vous voulez essayer soit d'exporter et de faire des partenariats. Donc, toutes les technologies de l'information, il va y avoir une explosion du e-commerce, jeux vidéo, aérospatial, j'en ai parlé, construction, transport, tout ce qui touche véhicules électriques, composite, l'emballage garantit un effet barrière, donc tout ce qui touche le plexiglas va être extrêmement en demande, et les biens de consommation, donc équipements pour la maison, loisirs créatifs, produits culturels et les équipements sportifs également. Donc, pour terminer, on va construire ensemble l'après. La façon dont on voit ça, nous, à la délégation, il faut renforcer nos liens politiques pour accroître les coopérations, partager davantage nos savoirs, nos expertises pour répondre aux enjeux communs. On le dit, il va y avoir un après, donc il faut savoir, et ça va être une des choses qu'on va regarder beaucoup, mon équipe et moi, quels sont les secteurs? Est-ce qu'il va falloir revoir nos priorités pour pouvoir mieux nous arrimer aux priorités de nos territoires respectifs pour répondre aux besoins de l'après? Et ensuite, évidemment, construire nos économies pour qu'elles servent toujours mieux la création des richesses partagées, qu'elles offrent des emplois nécessaires à toutes et à tous. Alors voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous de Paris. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Mme Boisvert. Alors, je pense qu'un signe intéressant aussi du déconfinement, c'est le retour des élections municipales en France, si j'ai bien compris. Donc, le 28, oui, le 28 juin. Voilà. Alors, on a hâte de voir ce qui arrivera à Mme Hidalgo à Paris, entre autres. Oui, puis au premier ministre également au Havre. Ça va être très, 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 très important. Tout à fait. Alors, on traverse la Manche. On s'en va avec Monsieur Côté à Londres. Alors, à vous la parole. Merci d'être là. Oui, bonjour. Pendant que j'installe la présentation, bonjour à tous. Bonjour de Londres. Bonjour surtout aux régions du Québec que j'ai patrouillées dans plusieurs de mes anciennes vies. Merci beaucoup, Charles, d'avoir organisé cette conférence-là qui, nous permet d'être connectés directement sur les régions du Québec. Je l'apprécie beaucoup. L'innovation au cœur de la reprise. Certain qu'il va falloir faire les choses différemment pour être capable de surperformer suite à la COVID-19, à la pandémie. Et c'est ce qu'on a mis en place directement dans une stratégie qui se veut résolument sectorielle. Avant tout, je vous dis un mot sur notre délégation. La délégation est ouverte depuis 1962. On a tous les services, bien entendu, économiques, culturels et les investissements étrangers ici à Londres. On couvre un territoire quand même qui est très large au nord de l'Europe. Écoutez, on a 10 territoires et pays qui, parce que l'Angleterre, même avec ses 66 millions d'habitants, le Royaume-Uni, l'Angleterre en est qu'une partie, une nation. Il y a 3 autres nations, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Et aussi les autres territoires, l'Irlande et les pays nordiques. Écoutez, c'est un vaste territoire. Le point d'ancrage a toujours été Londres. Et je vous dirais la priorité principalement le Royaume-Uni. Mais voilà que il va probablement falloir, et on le fait aussi d'une façon systématique, diversifier nos marchés. Diversifier nos marchés parce que il y a des opportunités qui vont venir à la suite de la pandémie
qui vont sans doute favoriser la reprise des échanges commerciaux. À l'écran, rapidement, vous savez, les chiffres qu'on a, c'est pour l'année 2019. Bien entendu, on n'a pas de chiffres récents de l'impact parce qu'il y en a un, c'est certain. Il faut s'attendre à une baisse au niveau des échanges commerciaux. Toutefois, avant la pandémie, il y avait quand même des constats importants à tirer du territoire couvert par la délégation. Vous noterez rapidement que tous, sauf l'Islande, on est en déficit commercial. Donc, on importe beaucoup plus de ces pays-là, que sont les Royaumes-Unis, l'Irlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande, que l'on exporte vers ces pays-là. Au total, le Québec, je vous le rappelle, c'est 93 milliards d'exportation, dont environ 11 milliards vers l'Europe. Et on importe pour 105 milliards à la fin de l'année 2019. Et je me permets d'ajouter rapidement là, que ces données-là ne sont que pour les biens qui sont échangés, donc ce qui va dans un bateau ou un avion cargo. Tout ce qui est des échanges de services, que ce soit numérique ou de tout autre, ne sont pas comptabilisés. Et vous le savez que la nouvelle économie va être aussi principalement dans le numérique. Donc, on est en train de trouver une façon de le faire, mais pour des pays en innovation, clairement comme le Québec, il faut être capable de mesurer nos échanges commerciaux numériques dans le futur. Une population de 100 millions d'habitants dans le territoire, c'est quand même très large. Et vous voyez le facteur exportation versus du Québec versus l'importation des territoires au Québec. Bien, c'est une balance commerciale négative de 4,5 milliards qui nous amène quand même à constater des opportunités. Et c'est de ça surtout dont je veux parler. Et avant tout, aussi mentionner que tous ces pays-là ont subi, bien entendu, un coup solide là, au niveau de leurs économies. Pendant mal an, une perte de PIB là, de croissance nette d'entre 6 et 7 un coup dur. Et quand on comprend que la croissance du PIB moyen là, était d'entre 1,5 et 2 pour tous ces pays-là dans les dernières années, ben, c'est comme si on avait perdu 5 ans de croissance, ou à peu près qu'il faut, nous, comme eux, être capables de récupérer avec des échanges commerciaux, dans notre cas, beaucoup mieux équilibrés pour le futur. Les perspectives qui sont résolument encore là sectorielles après le COVID-19 au Royaume-Uni. Écoutez, bien sûr que, encore là, il faut trouver le match parfait. Tous mes collègues ici en Europe, on partage quand même la même idée qu'il faut s'assurer que sur notre territoire, sur notre terrain, après la COVID, il faut ajuster la demande qu'ont nos territoires avec l'offre d'exportation du Québec pour s'assurer d'avoir du succès et surtout d'avoir une façon de faire bouger l'aiguille, de faire augmenter nos exportations vers nos territoires. Il est certain que la reprise va passer par des secteurs de technologie d'information, de communication. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est très, très fort ici, puis nos entreprises québécoises déjà sont sur le terrain. L'intelligence artificielle, la défense et la sécurité, bien entendu, qui génère beaucoup en termes de cybersécurité et toutes sortes de logiciels de reconnaissance faciale. Et Dieu sait qu'actuellement, c'est très demandé. Les marchés publics, écoutez, résolument, les pays vont investir en infrastructure. Il faut que nos entreprises québécoises puissent participer à cette reprise-là via les appels d'offres publics. J'y vais rapidement. Les jeux vidéo, bien entendu, qui sont le nerf de la guerre pour une ville comme Montréal et Québec. Et quand on parle de recherche-innovation, on n'a qu'à mentionner, bien sûr, l'aéronautique qui, dans une nation comme le Pays de Galles, occupe une part importante et avec laquelle on a signé une entente de coopération. Airbus, au Pays de Galles, une immense usine à Broughton qui fait 4000 employés. Et encore là, c'est une opportunité d'ouvrir pour la chaîne d'approvisionnement pour cette usine-là, pour nos entreprises québécoises. Et je ne peux pas passer sous silence la culture qui
ici résonne beaucoup. Londres, je vous dirais, est calme et anormalement calme depuis que la culture s'est vraiment mise sur pause. Et c'est une part importante ici au niveau du tourisme et de l'attrait touristique. Et il y a beaucoup de souffrance dans ce secteur-là. Et l'éléphant dans la pièce, bien entendu, c'est les accords commerciaux pour le Royaume-Uni dans le contexte du Brexit. Je pourrais y passer 1 heure encore, je vais y aller rapidement. Déjà, le gouvernement a annoncé qu'il n'allait pas allonger la période de transition avec l'Union européenne pour la négociation. Donc, il y a un blitz à ce niveau-là. En même temps, le gouvernement Johnson annonce qu'il y a des discussions avec le Japon, les États-Unis et non officiellement avec le Canada aussi. Donc, qui sait vraiment ce qui se passe? Mais définitivement que le fait que le Brexit est en pleine pandémie, ça accélère l'impact de l'incertitude à ce niveau-là. Au niveau des secteurs plus porteurs, spécifiquement en Irlande et les pays nordiques, encore là, technologie de l'information, comme toujours, intelligence artificielle, sciences de la vie beaucoup. Et je vous dirais que l'Irlande se démarque beaucoup en termes d'intelligence artificielle et d'éthique. Et donc, très, très à l'affût de ce qui se passe sur ce territoire-là. Et évidemment, lorsqu'on parle de pays nordiques, on parle quand même de territoire qui, au niveau de la population, comme on l'a vu plus tôt, et de la nordicité, se rapproche beaucoup plus de l'économie du Québec. Donc, est résolument aussi orienté vers l'innovation. Ce sont des modèles de technologie verte et, bien entendu, la relance passe beaucoup par investir dans du développement durable. Les pays nordiques sont un exemple. L'exploitation forestière qui est très présente, 60% du territoire québécois, comme on le sait, est couvert par une ressource incroyable. Encore là, les pays nordiques, très, très à l'affût d'innovation, l'électrification des transports et le manufacturier avancé aussi. Donc, c'est sûr que dans la diversification des marchés, les pays nordiques, pour nous, donnent un signe qui est important et c'est celui d'y aller avec nos entreprises, de les supporter dans leur présence lors de missions, ce que l'on fait beaucoup sur les territoires anglais, Pays de Galles, Écosse, et peut-être pas assez au niveau des pays nordiques. Et c'est définitivement une ambition qu'on a, bien entendu, pour la reprise. En concluant, je voudrais vous dire que l'équipe ici est définitivement férocement engagée à supporter les appels des entrepreneurs québécois sur le territoire. C'est sûr que la valeur ajoutée en termes d'innovation va trouver preneur et elle le trouve déjà dans plusieurs aspects sectoriels. Le fait qu'on puisse, au niveau de secteur prioritaire, vraiment mettre l'accent sur ce qui est en demande sur nos territoires, ça va accélérer la reprise. Et c'est là-dessus qu'on s'attarde beaucoup à faire dans nos représentations qu'on fait au niveau des différents pays et aussi en mettant nos priorités avec nos collègues avec lesquels on travaille beaucoup plus près sur le continent parce que seul, comme disait quelqu'un d'autre, on va plus vite, mais ensemble, on va aller beaucoup plus loin avec toute nos délégations en Europe. Je vous laisse sur une phrase célèbre ici qui veut tout dire et qu'on se répète souvent, c'est de rester calme et de persévérer. Et sur ce, je vais passer la parole à M. Desgagnés. Merci beaucoup tout le monde. Excellent. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, effectivement, M. Desgagnés, à vous la parole. Je vais vous demander d'activer votre micro. C'est fait? Parfait. Bon, et là, je suis en mode plein écran, c'est ça? Oui, ça va. Est-ce que vous la voyez comme il faut? Oui. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux d'être là. Surtout, je vais me permettre un commentaire bien personnel. Comme vous savez, j'ai été impliqué pendant de nombreuses années à la FCCQ.
Alors, je voyais quelques noms là, qui circulaient. Je suis très heureux de reprendre contact même virtuellement. Ça me permettra de saluer mon ami Claude, que je suis très heureux de revoir. Donc, ensemble, on va faire le tour rapidement de nos activités au Benelux et puis auprès de l'Union européenne. Mais s'il y a un mot que je voudrais que vous reteniez à la fin de ma présentation, c'est le mot tremplin. Je vais vous parler d'un tremplin exceptionnel pour lancer et développer vos affaires en Europe. Évidemment, bon, mes collègues vous en ont parlé, là, alors je vais passer rapidement là-dessus. Évidemment, l'Europe a été lourdement frappée, mais ce qui est à remarquer, Michel en a dit un mot, mais le déconfinement va bon train. Il se déroule bien. Je pense que c'est encourageant aussi. Il faut savoir que nos amis de l'Europe de l'Ouest ont été frappés à peu près 15 à 20 jours avant nous. Et il y a toujours ce décalage-là qui suit. Donc, on a à peu près une quinzaine de jours d'avance ici. Et ce qu'on remarque, c'est, les gens sont assez respectueux, évidemment, des règles de distanciation sociale, assez respectueux des consignes. Et que le déconfinement va bien. On se dirige, je pense, vers une reprise qui pourrait être assez rapide, bien entendu, en espérant qu'il n'y ait pas de deuxième vague, de problèmes qui surviennent. Donc, je n'insisterai pas plus là-dessus. Là. Mes collègues en ont parlé. Bien sûr, il y a eu des conséquences qu'on pourrait qualifier d'asymétriques. Des pays du Sud, qui sont en général plus fortement dépendants du tourisme, ont été pas mal frappés. L'Italie, l'Espagne, Grèce, par exemple. Les pays du Nord et d'Europe de l'Est moins touchés. Évidemment, il y a des exceptions, là, mais ils ont été moins touchés. Par contre, l'Europe a vraiment fait bon d'une assez grande solidarité, pour des débats internes, mais d'une assez grande solidarité quand est venu le temps de définir des programmes de relance pour l'Europe. Et les chiffres que vous voyez à l'écran peuvent un peu donner le vertige. Surtout quand vous faites un taux de change à 1,55. Ça veut donc dire que quand vous parlez de 1,1 trilliard d'euros, ça peut donner le vertige. Mettez ça en dollars canadiens, c'est assez impressionnant. Ça, c'est le cadre financier qui est actuellement discuté sur l'horizon 2027. Ce cadre-là, il va, bien entendu, cibler des secteurs d'activité, mais dites-vous que la transition énergétique, écologique, économique, elle va être au cœur de ça. On aurait pu s'attendre, et certains prévoyaient ça, que l'Europe et d'autres parties du monde, mais l'Europe en particulier, se servent un peu de la crise pour reporter certaines transitions ou que certains pays sautent sur l'occasion pour dire, écoutez, on va reporter cette transition-là devant nous. Au contraire, je pense qu'il y a un consensus au fait qu'il faut aller de l'avant avec la transition. Et le fonds de relance Next Generation de 750 milliards d'euros va notamment porter sur cette transition-là avec des accents, bien entendu, sur la santé, l'innovation, l'environnement, puis la numérisation de l'économie. Alors, dites-vous là, que cet argent-là va être disponible dans les États, va être réparti dans les États qui pourront, bien entendu, par la suite, aider leurs industries, mais il y a quelque chose d'assez costaud, là. On n'est pas face à un continent qui est resté amorphe, dans lequel il n'y a pas actuellement d'occasion d'affaires. Je vous parle du pacte vert, pourquoi? Avant la crise, la chancelière européenne avait lancé ça avec fanfare et trompette. Le pacte vert, en fait, c'est une décision de rendre l'Europe carboneutre en 2050. Alors, certains d'entre vous vont me dire, c'est bien le fun qui me parle de 2050, mais dans mon développement d'affaires, c'est un peu loin. J'en suis, je le comprends. Par contre, ce pourquoi je vous en parle, c'est que, l'Europe a décidé d'aller de l'avant avec son pacte vert. Cette ambition-là demeure et la question de l'empreinte carbone des produits va être prise en considération. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par l'empreinte carbone quand, par exemple, je parle de mon entreprise au Québec? Bien, c'est clair que ce que l'Europe ne veut pas, c'est qu'elle se dote de politiques environnementales ambitieuses, puis que, par exemple, une compagnie européenne sous-traite à une compagnie qui est à l'étranger, qui n'est pas soumise à des règles de contrôle des émissions de carbone, de la production d'un produit, et le réimporte par la suite pour éviter, évidemment, une espèce de taxe carbone ou un phénomène de frontière carbone. C'est normal. Alors, l'Europe ne veut pas être le dindon de la farce, mais ce que ça veut dire, c'est qu'un État comme le Québec, qui a une filière de production, notamment électrique,
est pratiquement carboneutre. Rappelons que 99% de l'électricité qu'on produit vient de sources renouvelables. Bien, le Québec est drôlement bien placé. Nous avons d'ailleurs des discussions en ce moment avec deux grandes compagnies. Malheureusement, je ne peux pas vous les nommer, mais sur mon serment d'office, je vous dis que ce sont deux grandes compagnies qui envisagent des investissements au Québec. Pourquoi? Parce que, ce faisant, elles vont pouvoir produire chez nous, et ça c'est intéressant, elles vont pouvoir produire chez nous du matériel qu'elles pourront renvoyer en Europe avec une empreinte carbone qui sera en deçà des seuils fixés. Alors ça, c'est important. Si vous êtes notamment dans des entreprises où vous avez à produire des choses, vous êtes par exemple dans le manufacturier, bien, votre empreinte carbone, elle va être importante. Et ça, je ne vous parle pas de 2050, là, je parle des années à venir. Il y a également des investissements publics considérables qui vont être faits en Europe, secteur du bâtiment, des énergies renouvelables, bien entendu. On a d'ailleurs été témoin d'un investissement très important d'une entreprise québécoise qui fait des éoliennes de petite taille, qui décide d'acheter une entreprise belge qui fait également des éoliennes de niveaux différents. Et ça va leur permettre d'accéder à un marché fort intéressant, transport électrique et bien sûr, recyclage. Je vous dis un mot maintenant sur l'accord de libre-échange parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et mes collègues et Michel au premier chef là, sont parfois aux prises avec des gens qui soit s'y opposent ou veulent en discuter à nouveau. Je vous rappelle que l'accord de libre-échange qui a été signé entre le Canada et l'Europe, il est en vigueur. Ce dont on parle actuellement, c'est la ratification, c'est le mécanisme légal pour que ce traité-là ait force de loi au plan du droit international. Mais dans la vraie vie, depuis septembre 2017, donc depuis presque 3 ans, l'accord de libre-échange est en vigueur. Ça, c'est 98% des produits qui sont exempts de douane. Ça veut dire à peu près tout, sauf quelques rares exceptions. La bonne nouvelle, c'est que 14 pays, donc la majorité des pays de l'Union européenne, ont voté pour sa ratification. Le Luxembourg a même voté pour la ratification pendant la pandémie. Ils n'ont pas profité de la pandémie, c'est juste que ça a tombé comme ça. Ils ont donc voté pour la ratification. Là, on travaille avec d'autres pays, dont, par exemple, les Pays-Bas et puis la Belgique, là, pour évidemment les amener à ratifier, mais il est actuellement en vigueur. Donc, une entreprise québécoise qui décide d'accéder à l'Union européenne, c'est un marché potentiel de 450 millions de consommateurs. Et Pierre-Gabriel en disait un mot tout à l'heure du Brexit, mais du côté européen, le fait qu'il y ait le Brexit, ça ne change strictement rien à l'accord de libre-échange. Donc, gardez ça en tête, l'exportation vers l'Europe demeure intéressante et se fait dans un cadre de libre-échange. Maintenant, le Benelux. Je vous ai parlé tout à l'heure du tremplin. Je veux vous en dire un mot parce que les pays du Benelux, en fait, si on mettait ensemble les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, donc l'axe Benelux, si on met le Benelux ensemble, c'est le premier marché d'exportation du Québec en Europe. Vous allez me dire, mais pour quelle raison? Parce que c'est un marché de quoi, 30 millions d'habitants. Intéressant, mais 30 millions d'habitants, ce n'est pas plus gros. Évidemment, ce n'est pas un marché comme le sont l'Allemagne ou la France. Mais pourquoi, évidemment, ce marché-là, c'est notre premier marché d'exportation? Parce que c'est une porte d'entrée exceptionnelle. Je redis le mot tremplin. C'est un tremplin d'exception. D'abord, 2 des grands ports d'Europe, Rotterdam et Anvers. Peut-être juste pour attirer votre attention, Anvers et Montréal ont une entente, donc le port de Montréal et le port d'Anvers ont une entente qui viennent de renouveler pour 10 ans. Et sachez qu'un conteneur sur 5 qui arrive, il arrive de Montréal ou d'Anvers. C'est quand même significatif quand vous dites que 20% de votre business, c'est sur cette route-là. Ça veut donc dire que là, il y a clairement une masse intéressante. Donc, 2 grands ports. Vous avez 4 des plus grands aéroports de fret qui sont situés sur le territoire du Benelux, dont Amsterdam, Luxembourg et Liège. J'ai visité l'aéroport de Liège et j'avoue que j'ai été extrêmement surpris du dynamisme de cet aéroport-là et de sa localisation très, très centrale. D'ailleurs, c'est devenu un centre pendant la pandémie de distribution du matériel médical. Ça arrivait à Liège, puis là, c'était distribué dans toute l'Europe. Bien sûr, 60% du pouvoir d'achat européen est situé dans un rayon de 500 km du Benelux. Puis il y a un historique de commerce dans ces pays-là. L'an dernier, mes collègues vous parlaient des bilans 2019. Évidemment, c'est des bilans fort intéressants. On verra ce que 2020 aura l'air, bien qu'on n'a pas arrêté, nous autres non plus. Mais en 2019, on a quand même accompagné près de 200 entreprises dans des secteurs extrêmement variés.
Et je vous dirais que les secteurs les plus intéressants ici, ceux qui sont vraiment porteurs, d'abord, il y a les sciences de la vie. La Belgique, à elle seule, c'est la plus grande concentration de pharma en Europe. Donc, si vous êtes dans les sciences de la vie au sens large, donc c'est pas uniquement de la recherche pharmaceutique, si vous êtes dans les sciences de la vie au sens large du terme, évidemment, il faut le regarder. Vous savez, on a aidé une entreprise québécoise l'an dernier à signer des ententes et elle continue de le faire, qui s'appelle Pétal MD. Eux ont un logiciel de gestion des horaires de médecins. Ça semble simple, mais pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les systèmes de santé, ça peut être, disons, un défi. Alors, un exemple, Pétal MD a été choisi par plusieurs grands hôpitaux belges pour devenir une plateforme de services. C'est un exemple. Donc, dans les sciences de la vie, c'est intéressant. Évidemment, tout ce qui est innovation et innovation dans l'intelligence artificielle autour d'Anvers, donc autour de la grande ville du nord de la Belgique, s'est développé un pôle d'intelligence artificielle. On a d'ailleurs des ententes là, qui ont été signées, qui ont cours. Donc, ça, c'est intéressant de considérer. Il y a toute la question de l'agroalimentaire. La Belgique et le Benelux peuvent constituer une excellente plateforme pour vos produits agroalimentaires, à la fois en termes de tests, à la fois par la suite pour exporter dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Et je vous dirais, les technologies environnementales. La Belgique est le pays d'Europe, au prorata, qui a la plus grosse empreinte environnementale. Ça, vous allez me dire, ouais, c'est pas très positif. Non, c'est pas positif, mais à l'inverse, si vous avez des solutions en matière environnementale pour venir aider ou soutenir un pays qui a la plus grosse empreinte environnementale en Europe, bien, la Belgique peut aussi être un pays fort intéressant. Et je termine en vous en vous parlant en fait du Luxembourg. On est chanceux parce qu'avec le Luxembourg, on a une relation directe sur laquelle d'ailleurs on travaille et qu'on entretient. Et si vous êtes en FinTech, si vous êtes dans le domaine financier, que ce soit en termes d'application, en termes de services, il faut regarder le Luxembourg. On aide d'ailleurs actuellement des entreprises à les faire entrer au Luxembourg, mais c'est clairement un centre financier d'intérêt, puis un centre d'ailleurs où y faire des affaires est simple. Alors, évidemment, les coordonnées apparaissent là, on est à votre service et sachez qu'on a un rôle hybride. Je l'ai un peu exposé rapidement. On a un rôle hybride à la délégation, donc couvrir à la fois le territoire du Benelux de façon classique, puis également s'occuper de nos liens avec l'Union européenne, que ce soit avec la Commission, que ce soit avec le Parlement, que ce soit avec, bien entendu, les fonctionnaires de l'Union européenne. Et à cet égard-là, on est aussi très actifs. Donc, pensez à nous comme hybride et pensez à nous aussi comme tremplin. Merci. Merci beaucoup, M. Desgagnés. Merci à vous quatre pour ces présentations très, très généreuses, d'ailleurs, qu'on va partager comme je vous l'ai mentionné. Il nous reste quelques minutes. Je vais céder la parole aussi à Claude dans quelques minutes. Alors, j'essaie de rassembler les questions que j'ai reçues principalement par écrit. Alors, j'en aurais peut-être deux, une de nature plus économique et une plus politique. Alors, peut-être pour M. Côté ou Mme Boisvert. Donc, il y a plusieurs entreprises qui nous disent, entre autres dans le secteur de la santé, des équipements médicaux, dans le secteur alimentaire. Donc, je suis intéressé à développer des affaires en France, au Royaume-Uni, dans l'ensemble des pays nordiques. Concrètement, qu'est-ce que je fais comme premier geste pour entrer en contact avec vous? Parce qu'évidemment, un webinaire, bon, c'est intéressant, mais ça peut être intimidant aussi pour plusieurs entrepreneurs de voir comment au début de cette relation-là. Alors, avez-vous des trucs sur le b.a.-ba de la mise en contact avec vous? Peut-être M. Côté puis Mme Boisvert ensuite? Je vais y aller. Écoutez, la porte d'entrée est définitivement à travers le réseau d'Investissement Québec International. Toute la réforme d'Investissement Québec International avec Export Québec se joint à eux, avec l'intégration des deux réseaux régionaux du ministère de l'Économie et de IQ, puis je pourrais en parler longtemps. Donne une porte d'entrée qui est unique pour les entrepreneurs qui, en région même, veulent exporter sur nos territoires. Et nous, on reçoit à travers ce service-là qui est en train de se transformer, qui prend de l'ampleur, les demandes sur les territoires sur lesquels les entrepreneurs veulent venir. Puis là, nous, on fait les contacts sur le terrain. Donc, c'est la meilleure façon, la plus rapide. C'est bureau régional. On peut prendre les appels directement, mais de toute façon, on va les référer, nous, à Export Québec parce qu'il est important que le support soit donné sur le terrain au Québec pour bien démarrer l'exercice. Et ensuite, nous, on prend la relève. Excellent. Mme Boisvert?
Ben, c'est difficile de rajouter quoi que ce soit. C'est exactement, c'est la meilleure façon. Mais moi, tout ce que je veux vous dire, c'est ne soyez surtout pas intimidés. C'est la façon. Et lorsque vous arrivez en France, puis chacun dans chacune des délégations, il y a là une équipe dédiée et qui se fait, qui veut tellement vous aider. Et bon, je vous ai dit, en France, ça fait 60 ans qu'on est ici. On connaît tellement le territoire. On connaît tellement les partenaires les plus importants. Donc, soyez assurés, vous passez par le ministère et si c'est en France que vous voulez aller, par exemple, parce que la santé en France, c'est un des secteurs prioritaires, ben, sachez qu'une fois que vous arrivez à la délégation, on a des gens qui sont spécialisés dans ce secteur-là et qui connaissent tous les acteurs principaux et on va vous accompagner dans vos démarches. Et Charles, j'ajouterais juste un petit élément aussi. Ce que mes deux collègues disent, c'est tout à fait juste, évidemment, mais aussi sachez qu'à Montréal, au Québec, les partenaires se parlent aussi. Donc, un arrimage au Québec par rapport à l'ensemble des partenaires en territoire aussi. Donc, pour faciliter la compréhension là, de tous les acteurs et les exportateurs, pour faciliter leur vie sur le cheminement critique de leurs besoins d'accompagnement. Donc, sachez aussi qu'on se parle aussi au Québec, les trois partenaires. Excellent. J'ai utilisé le terme intimider un peu à propos parce que mon sous-texte, c'est de dire c'est ça votre travail quotidien. Vous vous nourrissez de ça, vous aussi le contact avec les entrepreneurs. Alors, il ne faut certainement pas être gêné d'entreprendre des démarches comme ça. Monsieur Desgagnés, puisque vous êtes au cœur du jeu européen, question un peu d'actualité, puisque demain, vous savez qu'il y a un vote aux Nations unies sur les places au Conseil de sécurité. Le Canada est un des contenders contre la Norvège et l'Irlande. Donc, quelle est la perception en Europe du Canada et du Québec? C'est une grande question qu'il faudra répondre en 1 minute, mais est-ce que vous êtes sous l'impression que le jeu est jouable ou qu'on est un peu aspiré par le fait qu'on est avec la région européenne dans l'élection? Oui, bien, je vais répondre d'une certaine prudence parce qu'évidemment, la légitimité ne vient pas du gouvernement fédéral, mais je vais vous parler de ce que moi j'entends sur le terrain. Puis je pense que je peux le dire pour mes collègues, mais je vais me concentrer là, sur mes activités. L'image du Québec, elle est extrêmement bonne en Europe. Je dirais en particulier en Europe, bien entendu, francophone, avec laquelle on partage une communauté de culture et d'intérêts. Évidemment, on est aussi à l'aise avec d'autres communautés d'influence plus anglo-saxonnes. Je pense aux Néerlandais, notamment, ou Hollandais. Mais l'image et la perception, elle est extrêmement bonne pour 2 motifs. Un, on est vu comme des partenaires d'affaires sérieux avec lesquels on peut faire des affaires et qui respectent leurs paroles. Alors ça, c'est la première chose qui est intéressante. Partenaires d'affaires sérieux. Et deuxièmement, on détient des valeurs aussi communes. D'ailleurs, c'est un de nos meilleurs arguments quand on rencontre des gens pour leur parler de la ECG, la question des valeurs communes. C'est un Québécois ou un homme ou une femme d'affaires du Québec, ils rencontrent un homologue sur le territoire européen, ils vont assez rapidement pouvoir trouver des terrains faciles pour communiquer. Quand vient le temps de négocier des choses qui se ressemblent, bien entendu, il y a des différences culturelles, comme par exemple, on est très influencé, nous, par l'Amérique du Nord. Alors, quand on arrive à une rencontre, il faut être focus, il faut tout de suite parler de la business, alors qu'en Europe, on va préférer prendre un pas de recul, prendre le temps de connaître l'individu, voir aussi si, bon, il y a une certaine culture, aussi il y a moyen de parler d'autres choses. Mais sur la question des valeurs d'affaires, on est aussi assez proche. Ce qui fait que, pour répondre en une phrase à votre question, la perception elle est extrêmement positive de Québec, notamment en raison de ses présences à Paris, à Londres, ailleurs en Europe et à Bruxelles. Le Québec, depuis 50 ou 60 ans, s'est également bâti une réputation. Et cette réputation-là, dont nous sommes actuellement les gardiens, cette réputation-là, elle est très positive. Il faut la garder et on est toujours très bien reçu. Excellent. Merci beaucoup. Alors, je vais céder la parole à Claude pour le mot de la fin de cette heure qui a passé, ma foi, très rapidement. Puis j'inviterai ceux qui nous ont posé des questions, il y en a encore quelques-uns dans la section questions-réponses, à nous écrire un petit courriel à la Fédération, puis on pourra vous mettre en relation avec les gens, soit des délégations ou d'IQ, justement. Alors, Claude. Merci, Charles. On m'entend bien? Oui. Oui, parfait. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier
nos 4 invités, Michel, que je salue très bas, Pierre-Gabriel, qui ça faisait longtemps que j'avais vu, Pierre-Luc, un beau salut, et M. Dequesne. Donc, merci à vous 4 pour je dirais votre éclairage sur les belles opportunités. Comme Pierre-Luc le mentionnait si bien, c'est un tremplin pour nous, le Québec et le Canada, d'autant plus que je me plais toujours à dire dans les conférences que je donne un peu partout au Québec qu'il faut être fier de notre territoire, fier de notre Québec. On est vu un peu comme la terre promise là, pour l'ensemble de la planète. Quand on se regarde, ben, on peut se consoler. On voit les grands espaces qu'on a, on voit les ressources naturelles, notre énergie propre, l'hydroélectricité, notre climat, la diversité, la créativité. Donc, tout ça, puis en même temps, on est une porte d'entrée sur le Canada. Et vous êtes nos représentants en Europe, au Royaume-Uni, pour faire en sorte qu'on va aussi éveiller non seulement le marché là-bas, mais éveiller nos entrepreneurs ici au Québec de profiter finalement de votre connaissance, de vos expertises, de vos contacts, pour faire en sorte qu'éventuellement, on pourra équilibrer cette fameuse balance commerciale qui est si importante pour notre économie. Oui, on vit des périodes difficiles, mais encore une fois, je dirais que quand on se compare, on se console. Et avec la résilience, puis je dirais l'engagement que j'ai vu des Québécois au cours des derniers mois, encore une fois, Pierre-Luc, je pense que le tremplin est très bien utilisé, là. Ça va nous permettre de sauter. Donc, merci énormément d'avoir pris le temps. Merci énormément de partager vos connaissances, vos enseignements et de maintenir des liens importants avec la communauté d'affaires du Québec. Ça nous est très cher et très important. Sur ce, à une prochaine, je l'espère. Merci beaucoup, Claude. Merci encore une fois à BMO. Alors, encore une fois, on doit arrêter. C'est tout un horaire très chargé, mais on se revoit la semaine prochaine, donc le 22 juin, avec cette fois-ci les représentants du Québec à l'étranger, aux États-Unis. Et je vous rappelle, ceux qui veulent nous écrire, donc vous pouvez écrire à mon collègue Florent et on fera le lien avec nos invités là, avec grand plaisir. Alors, encore une fois, où que vous soyez, merci beaucoup et au plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Michel. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.